Alors, merci beaucoup, Florence. Oui, on va continuer comme ce matin pour l'organisation, c'est-à-dire attendre pour les questions qui, je n'en doute pas, seront nombreuses, de grouper les deux communications. Et donc, nous accueillons maintenant Romain Brett, professeur de langue et culture de l'Antiquité en classe préparatoire au lycée Janson de Sailly et professeur d'humanité politique à Sciences Po. Romain, tes recherches portent notamment sur le roman grec et latin, justement, sur la seconde sophistique, sur l'élégie latine, et tu as dirigé en particulier avec Jean-Philippe Guez une nouvelle tradition des romans grecs et latins aux belles lettres. Publié de l'idéalisme au réalisme, une étude du comique dans le roman grec, Celebrity, riche, célèbres et antiques avec l'heure de Chantal aux belles lettres, et La vraie vie des dieux grecs en 2024. Et actuellement, tu travailles avec Julia Sissa et Charles Stocking sur un ouvrage consacré aux lectures anthropologiques des sociétés anciennes, donc le petit Routledge, et tu es membre associé de l'équipe Anima et l'un des membres historiques de l'association Antiquité Territoire des Écarts. Donc merci d'avoir accepté cette invitation et je te laisse la parole. Merci beaucoup Marie pour l'invitation. Alors j'ai fait un petit exemplier, il y a trop de texte, je vais essayer d'aller plus vite que ça. Alors, comme Marie l'a dit, moi j'ai beaucoup travaillé sur les romans grecs et latins. Alors c'est un genre qu'on appelle un genre, mais qui n'existe pas en fait, puisque le roman, c'est un terme qui a été créé beaucoup plus récemment, donc, et qui n'existait pas. Il n'y avait pas de terme approprié pour le genre, pour ce genre-là, dans l'Antiquité, au sens large. Pourquoi on parle de genre? Parce que ce sont des œuvres, c'est un petit corpus d'œuvres, il n'y en a pas énormément, qui désignent donc une histoire à peu près semblable d'un livre à l'autre, où vous avez un couple de jeunes gens qui tombent amoureux au premier regard. C'est des gens qui ont sensiblement votre âge, ils ont ils sont un peu plus jeunes parfois pour les filles, ils ont 16 ans, les garçons ont plus de 18 ans. Ils tombent amoureux et puis ils sont séparés généralement par 1000 aventures et ils finissent par se retrouver et généralement donc ils se marient à la fin, ou alors ils ont été mariés au début et séparés après. Bon. Alors, j'ai choisi aujourd'hui, comme le thème est l'ailleurs, de vous parler du roman qui est probablement le roman le plus ambitieux. J'utilise vraiment le terme de roman, évidemment, de manière conventionnelle. Donc, le roman le plus ambitieux et le plus curieux, sans doute, de tout ce corpus. En fait, comme j'ai mis ça en plein écran, ça veut dire que je ne peux pas voir ce que tu fais. Donc, n'hésite pas à me faire signe. Je change le diapo comme ça. Ok, d'accord. D'accord. Donc, au sein de ce corpus, donc, les Éthiopiques d'Héliodore, c'est un texte donc tout à fait particulier, qui est l'œuvre donc d'un auteur que nous ne connaissons que par cette œuvre, Héliodore, puisqu'il se nomme lui-même à la toute fin de l'œuvre, dans ce qu'on appelle la Sphragies, les Éthiopiques. C'est le premier texte que vous avez donc sur votre exemplier. C'est un peu laborieux, pardon. Voilà. Pour l'écran, en ligne. Donc, ainsi s'achèvent les histoires éthiopiques de Théagène et Chariclée, ouvrage que composa un Phénicien d'Émès de la lignée d'Hélios, le fils de Théodose, Héliodore. Alors, Émès, c'est l'actuel Homs en Syrie, et Héliodore, donc, dit lui-même qu'on sait que Émès a été le lieu du développement du culte d'Hélios, qui était le culte du soleil, donc, notamment à l'époque d'Héliodore, qu'on date généralement du IVe siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est une œuvre assez tardive. Et donc, Héliodore se présente lui-même comme de la lignée d'Hélios, Tonath Eliougenos, comme les parents de sa propre héroïne, Chariclée, donc, dans son texte. Et l'expression signifie même peut-être son appartenance à la famille sacerdotale qui était vouée au culte du soleil. Alors, je vais passer pour accélérer, je vais passer un petit peu sur les commentaires sur cette œuvre, pour en venir plus directement donc au choix finalement de cette œuvre pour aujourd'hui. L'intrigue des Éthiopiques d'Héliodore est à la fois très simple et très complexe. Elle est simple parce que c'est encore une fois un couple de jeunes gens qui se rencontrent et tombent amoureux au premier regard et qui finiront par se marier à la fin du texte. Bon.
Les jeunes gens en question sont Théagène et Chariclée. Chariclée, c'est en fait une jeune fille qui est Zacor, c'est-à-dire une sorte de prêtre assistante ou de prêtresse assistante de la déesse Artémis à Delphes. Donc, c'est-à-dire Delphes, vous voyez, c'est le temple, donc le culte d'Apollon, l'omphalos de la Grèce, le centre de la Grèce. Bon. Et elle va rencontrer à Delphes un jeune homme qui s'appelle Théagène, qui lui est thessalien, et qui vient faire des sacrifices à Néoptolème. Néoptolème, c'est le fils d'Achille, donc, qui est honoré par un culte à Delphes, où il aurait été supposément assassiné. Et donc, il vient, à l'occasion de cérémonies, faire un rituel sacrificiel, et il rencontre Chariclée, et ils tombent amoureux irrésistiblement l'un de l'autre. Et donc, ils vont quitter Delphes, et ils vont parcourir un territoire relativement important, on va le voir, sous le tutorat d'un drôle de personnage qui est un prêtre égyptien, qui s'appelle Calasiris, et qui va les conduire jusqu'en Éthiopie, donc jusqu'à Méroé, la capitale de l'Éthiopie, où la jeune fille sera reconnue comme étant la fille du roi et de la reine d'Éthiopie. Le seul petit problème, c'est que Chariclée est blanche et que ses parents sont noirs. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, la scène de reconnaissance sera quelque peu difficile. On apprendra d'ailleurs que c'est pour cette raison que Chariclée a dû fuir Méroé. Parce que, à sa naissance, sa mère, voyant la couleur de sa peau, a immédiatement craint d'être accusée d'adultère. Et donc, il fallait envoyer très loin cet enfant. Donc, elle le confie à un proche et de fil en aiguille, elle va se retrouver à être adoptée par Chariclès, qui est le prêtre d'Apollon à Delphes. Et donc, il va l'élever dans un cadre grec. Donc, elle est complètement acculturée, peut-on dire. Elle est acculturée, elle est en Grèce, elle grandit comme une grecque, bien éduquée, bien élevée, etc. Bon. Alors, donc, à l'issue de cela, il va quand même y avoir des reconnaissances, des retrouvailles, etc. Et elle va être reconnue comme étant effectivement la fille donc, de ses parents, et elle va être consacrée, donc prêtresse de Sélénée, de la déesse Sélénée. Et Théagène, lui, qui est grec, va être consacré prêtre d'Hélios, précisément. Donc ils vont être consacrés l'un et l'autre, donc prêtre et prêtresse d'Hélios et de Sélénée. Alors tout cela paraît un peu simple, mais l'intrigue est d'une complexité absolument abyssale. C'est pour ça qu'elle a fasciné notamment Cervantes. Cervantes rêvait d'écrire donc des Éthiopiques. C'était son modèle absolu. Il a rêvé d'écrire des Éthiopiques et il a essayé en partie de le faire. Donc le texte débute notamment in medias res, c'est-à-dire qu'il y a une scène qui est tout à fait énigmatique. Le lecteur découvre à travers les yeux de brigands égyptiens qui sont perchés en hauteur une jeune fille et un jeune homme qui se trouvent sur une plage. Ils sont d'une beauté stupéfiante et ils sont entourés de cadavres. Voilà comment commence le texte. Et donc c'est un début in medias res et on ne comprendra qu'au fil de plusieurs livres ce qui s'est passé et finalement comment ils se sont retrouvés là, bien des livres plus tard. Donc l'œuvre est extrêmement complexe, elle n'est pas du tout linéaire, elle est presque circulaire, on le verra aussi dans le voyage. Et donc elle est d'une ampleur absolument inédite pour le genre aussi, c'est une œuvre qui est en 10 livres, elle est colossale. L'action se déroule, c'est pas très clair, entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire on est plutôt sur l'époque classique, d'accord ? Je vous rappelle, Héliodore, on le date à peu près de 350, la deuxième moitié du 4e siècle après Jésus-Christ, et donc il situe son action à, on dira globalement, l'époque classique. Mais ce roman, en fait, a été largement étudié, il l'est encore énormément, parce que c'est un roman assez inépuisable, c'est un véritable jeu de pistes, en fait. C'est un véritable jeu de pistes composé de signes à déchiffrer, aussi ambivalents qu'équivoques, au point qu'on a pu qualifier les Éthiopiques, c'est Margaret Doudy qui l'appelle comme cela, d'éponge herméneutique. C'est une éponge herméneutique, il faut sans cesse trouver, essayer de trouver, etc. De ce point de vue-là, le cadre spatial revêt une importance absolument capitale. Pourquoi ? Parce que donc, le texte se conclut, donc là j'ai changé, je suis sur la carte, voilà, sur la carte si tu veux mettre. Donc, je vous ai mis une petite carte, aussi vous l'avez sur l'exemplier, qui montre bien le trajet. Donc, vous voyez, on part de Méroé, c'est le 1, on va remonter, donc le 1, et on va remonter donc en fait à Delphes. Et puis ensuite, de Delphes, on va repartir, donc ici, 3, donc 1, 2,
On fait un petit arrêt donc dans le delta du Nil. Puis en fait, on redescend après, 3, 4, on s'arrête de nouveau dans le delta du Nil, on s'arrête à Thèbes, 5, et ensuite on finit à Méroé. Donc en fait, c'est une œuvre circulaire. C'est-à-dire on part de Méroé et on finit à Méroé. D'accord ? Puisque Chariclée est née à Méroé et elle finit à Méroé. Alors, ce qui est intéressant et ce qu'il faut savoir, donc là je reviens à la diapositive précédente, le texte 4. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi la représentation qu'on a de l'Éthiopie, évidemment en Grèce. Les Éthiopiens, rappelez-vous, dans l'Odyssée, Poséidon a été faire des banquets avec eux. C'est ce qui permet à Athéna, notamment, d'intercéder auprès de Zeus et de dire « faut laisser partir Ulysse ». Et elle le dit, on peut le faire parce que Poséidon, il est chez les eschatoi. Il est chez ceux qui sont les plus éloignés. D'accord ? Ce sont ceux qui sont au bout du monde. C'est ce qu'on appelle l'oïkouménée, c'est au bout de l'oïkouménée, c'est au bout du monde habitable. Méroé, c'est ça, c'est très 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 loin. Bon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, comme on l'a vu, on a Héliodore dans le texte 1, je reviens brièvement sur le texte 1, la traduction de mon camarade Dimitri Kasprik, alors c'est une très bonne traduction, mais elle est pas très littérale pour ce début ici. Si vous regardez, ainsi s'achèvent les histoires éthiopiques de Théagène et Chariclée, ouvrage composé un Phénicien d'Émèse. En fait, le texte dit littéralement « Syntagma, l'œuvre qui concerne les Éthiopies, donc l'œuvre des Éthiopies qui concerne Théagène et Chariclée, Eske Toyonde Péras ». Elle a 7 frontières. Toyonde Péras, c'est la frontière, c'est la limite. D'accord ? Donc, voici la frontière, hein, voici la limite, c'est-à-dire la fin, c'est la fin. Bon. Ce terme de Péras, je reviens donc maintenant au texte 4, ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouve, et j'en viens maintenant à l'objet véritablement de mon intervention, c'est-à-dire le problème de l'Éthiopie et le problème de la reconnaissance de Chariclée. En fait, c'est ici le père de Chariclée qui parle. On vient de lui dire, ta fille est retrouvée, la voilà. Le petit problème, c'est qu'elle est blanche. Donc il n'y croit pas. Il dit, c'est pas ma fille. Bon. Mais voici ce qu'il dit. Parce que le problème aussi supplémentaire, c'est que Théagène et Chariclée sont des captifs et que le sacrifice humain est encore en vigueur chez les Éthiopiens. Et donc, en tant que captifs, ils doivent être sacrifiés. C'est la loi. Donc il doit sacrifier sa propre fille au moment où il vient de la retrouver. Donc ça complexifie un petit peu la situation. Et voici ce qu'il dit. « S'il plaît au Dieu de me l'offrir et de me l'arracher au bon moment, cela m'est arrivé jadis quand elle est née, cela m'arrive à présent qu'elle est retrouvée, je ne saurais le dire et je vous laisse examiner la question. Je ne sais pas non plus si celle qu'ils ont exilée, loin de sa patrie, jusqu'aux dernières limites de la terre. » Et regardez le grec. « Péri, épi, pératat, ges, escata ». On retrouve ce terme d'escata, qui montre l'extrême limite, et pérata aussi, qu'on avait au tout début, enfin à la toute fin, pardon, du texte. Ce qui est intéressant, c'est que désigne ici, par cette expression, par cette périphrase, Hydaspe. Il désigne Delphes. Donc vous voyez qu'il inverse radicalement, ici il y a un retournement radical du centre à la périphérie, puisque sa fille a été exilée à l'autre bout du monde. Et l'autre bout du monde, c'est quoi ? C'est Delphes. Mais Delphes, bien sûr, qui est le centre pour les Grecs. Donc ici, il y a un retournement assez radical, bien sûr, du centre à la périphérie, qui n'est pas le moins remarquable des basculements opérés par les Éthiopiques. Alors, les Éthiopiques sont un roman de ce point de vue-là, puisque toute la question va être, à la fin, de reconnaître, comment reconnaître que Chariclée est bien la fille blanche de parents noirs. Alors, je vous ai mis le petit texte, 5, mais je vais passer pour ne pas perdre de temps. Donc le texte de Dimitri Kasprik dans son introduction qui parle de roman de l'identité, une identité qui échappe aux catégories trop strictes et définitives et qui reste fondamentalement ambiguë. Alors, ce texte, effectivement, pose des questions, et il pose des questions qui sont très sensibles et très contemporaines. Florence vous a dit tout à l'heure que l'Antiquité, aujourd'hui, c'est un champ qui est pour certains un champ de bataille idéologique. Ça n'est pas trop chez nous. Aux États-Unis, ça l'est beaucoup plus. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de voir comment ce texte peut s'intégrer dans cette bataille qui se déroule, qui est une bataille idéologique, qui a été amorcée par un certain nombre de chercheurs américains autour de ce qu'ils appellent la whiteness des études classiques. C'est-à-dire le fait que les études classiques, le latin, le grec, elles sont, d'une certaine manière,
trop blanches, ou c'est de la blanchitude de ces études. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un champ de bataille qui a été amorcé il y a quelques années maintenant par certains chercheurs américains pour ce qu'ils appellent décoloniser les classiques. De l'ethnocentrisme dont elles souffriraient encore, c'est-à-dire ethnocentrisme, occidentalocentrisme, etc. Pour ce faire, ils ont mobilisé la question de ce qu'on appelle la théorie critique de la race, c'est-à-dire la question de savoir s'il existe un racisme à l'œuvre, notamment dans l'Antiquité, est-ce qu'il existait ou pas, un racisme dans l'Antiquité. Et donc, je cite ici Paulin Ismar, je vous ai mis dans la bibliographie à son article qui est en ligne, qui est assez lumineux sur la question de la race aujourd'hui dans l'Antiquité, et je le cite ici, il dit qu'il faut aborder le fait racial dans l'histoire des sociétés gréco-romaines, mais aussi promouvoir la place des groupes minoritaires racisés dans le champ des études classiques. C'est-à-dire que, petit 1, il faut savoir si il y a du racisme dans l'Antiquité, et petit 2, poser ce type de questions, c'est permettre aussi à des minorités qui ne sont pas présentes dans le champ des études classiques, qui sont très blanches, de s'exprimer pour apporter des perspectives différentes. Et je cite ici un des représentants de cette lutte pour décoloniser les classiques, qui est un chercheur, qui est un professeur à l'université de Princeton, qui s'appelle Daniel Padilla Peralta, qui est un professeur d'origine dominicaine, et qui dit « Le fait qu'il y ait eu des races dans l'Antiquité gréco-romaine n'est finalement peut-être pas aussi important que le fait que cette Antiquité ait été et continue d'être racisée dans les domaines de la recherche et de l'enseignement. » Alors, c'est des questions qui nous concernent toutes et tous, cette question donc des minorités. Et je voudrais faire une étude rapide de cela dans les Éthiopiques, notamment à travers la question justement de la couleur de Chariclée. Si vous regardez le texte 6, en fait, Chariclée donc est une jeune fille née de 2 parents noirs et elle est blanche. Comment ce miracle est-il possible? Eh bien, on le découvre grâce à la révélation qui a été écrite sur un bandeau qui a été déposé avec Chariclée. Pourquoi est-elle née blanche de parents noirs? Parce qu'au moment où sa mère et son père faisaient l'amour, sa mère a regardé le tableau d'Andromède, donc, qui est donc cette héroïne délivrée par Persée, mais qui est une princesse éthiopienne en fait. Et elle l'a regardée alors qu'elle est blanche. Et donc au moment où elle regardait ce tableau, eh bien, il y a eu la conception de Chariclée. Et donc Chariclée est née blanche, donc de parents noirs. Alors, il y a tout un jeu, je vais passer dessus sur le texte, mais je l'ai souligné. Lorsque je te mis au monde avec la peau blanche, brillant d'un éclat étranger au peuple éthiopien, vous voyez, à Prosphulon, qui est un apax d'ailleurs, Aptiopone, Kroyan, etc. Donc, lorsque je te mis au monde, j'en reconnus la raison, c'est que pendant l'étreinte avec mon mari, le tableau qui me donnait à voir Andromède, etc., etc. Bon. Et donc, elle dit justement, donc, ce tableau forma pour mon malheur le germe à sa ressemblance. Homo eides et kaine tos paren. C'est le germe qui crée, en fait, la ressemblance avec le tableau. Donc, parce qu'elle a regardé ce tableau, Chariclée va naître blanche. Et donc, vous avez ici une scène. Alors, c'est intéressant, cette représentation de Karel van Mader. Alors, c'est un petit peu en dessous. Ce tableau de 1640, qui marque pour le coup, qui a des traits très racisés pour le coup, on le voit, on est au XVIIe siècle, le siècle, donc avec, on le voit, l'essentialisation, et on voit, c'est donc le couple qui regarde donc ce tableau de la très blanche Andromède ici, donc. Alors, au moment de la confrontation, parce qu'il faut bien qu'il y ait donc ce qu'on appelle une anagnoricie, c'est-à-dire une reconnaissance. C'est comme dans les tragédies, à la fin, on reconnaît, etc. Que se passe-t-il? Eh bien, le roi Hydaspes dit « ce n'est pas possible, ça ne peut pas être ma fille ». On est au texte 7, pardon. « Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être ma fille ». Parce que, il le dit, voilà, c'est une énorme difficulté, aporema deinon, comment faire pour reconnaître sa peau brille d'un éclat étranger à l'Éthiopie. Vous voyez encore cette expression, Kroya, xéné tes autiopidos, lamprune. Bon. Alors,
Que va faire donc Sisimitrès? Sisimitrès, c'est un prêtre, ce qu'on appelle un gymnosophiste, c'est un sage, qui fait partie de la cour du roi et de la reine. Et en fait, on apprend que c'est à lui que Chariclée avait été confiée par sa mère, dans un premier temps, pour qu'elle échappe à une mort certaine sans doute. Et donc il dit, voilà, je vais résoudre cette difficulté, puisqu'on va faire venir le tableau. Et donc on fait venir le tableau d'Andromède, et c'est le texte 8, et donc on le voit, hein, il n'y a aucune différence. Voilà, examine Andromède, le tableau est le même, hein, il le dit, il n'y a pas de difficulté. Donc, on le voit, hein, ils provoquèrent chez tous de tels applaudissements, un tel tumulte, car ceux qui comprenaient même vaguement les paroles, parce que Sisimitrès, il faut le savoir, parle en grec, hein, Florence vous l'a dit, en fait, chez les Éthiopiens, on parle grec, hein, donc il faut le savoir, notamment ceux qui sont un peu cultivés, donc il y en a qui écoutent, qui ne comprennent pas très bien, mais le roi parle grec, Sisimitrès, le gymnosophiste, parle grec, Chariclée, bien sûr, parle grec. Les événements les expliquent aux autres. La joie se mêlait à la stupéfaction devant la précision de la ressemblance. Hein, vous voyez, prosto apekribomenon tes homoiotetos. Hein, donc homoiotes, hein, qui est un terme important ici. Alors, on peut s'interroger bien sûr sur la question de la généalogie. Qui est la mère de Chariclée? Est-ce que c'est Persina, la reine, ou est-ce que c'est Andromède? Est-ce que c'est une mère, entre guillemets, naturelle ou une représentation figurée? Est-ce que c'est la nature, au sens large, hein, parce que c'est pas exactement la nature, c'est pas la Thucis, ou est-ce que c'est la culture, entre guillemets, aussi? Chariclée, donc, se retrouve à l'intersection de questions esthétiques qui relèvent de la mimésis, de considérations biologiques, etc. La dernière preuve, donc, elle est apportée par Sisimitrès, c'est le texte 9, où vous avez la dernière preuve, la preuve définitive, c'est que Chariclée, qui est blanche, a une tache noire sur le bras. Et donc, elle la montre, hein, et c'est le texte 9 que vous avez, et c'est une représentation aussi, je ne sais plus où elle est, la représentation, c'est celle du début, pardon, sur le PowerPoint, mais j'y reviens pas. Alors, on voit bien que cette question de là, alors on passe au texte 10, j'arrive à ma dernière partie. Donc on voit bien que cette question de la couleur, elle est au cœur, hein, de l'intrigue, la couleur de la peau, qui est un marqueur important. Alors, est-ce qu'on parle ici, évidemment, quel est l'enjeu autour de cette couleur de peau? Elle n'est pas vraisemblablement associée, dans le cadre des Éthiopiques, à une valeur culturelle en soi. C'est d'abord un obstacle à la reconnaissance. Il y a l'idée que, ici, d'une certaine façon, l'impossibilité, c'est que Chariclée puisse être éthiopienne parce qu'elle n'est pas noire. Pour le reste, sa culture, pour le reste, sa langue, ne diffère pas fondamentalement, par exemple, de celle de ses parents. L'Héliodore questionne la question, enfin, il met en question, pardon, la relation entre acculturation, en revanche, et identité ethnique. Est-ce que Chariclée, qui a été élevée en Grèce, finalement, selon des normes culturelles hellénocentrées, peut être éthiopienne? Cette question, elle complique également la dynamique de la légitimité et de la succession à Méroé. Mais il semble que les enjeux concernant la couleur de la peau de Chariclée semblent s'arrêter à cette fonction. Il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité liée à cela. Il est impossible, je cite ici Dan Selden, de corréler chez Héliodore la couleur de peau avec l'ethnicité ou la race de manière significative. Il n'y a pas de lien. Bon. Mais il y a un point, donc ça c'est un point qui fait consensus à peu près, mais il y a un point qui récemment a soulevé des débats, et c'est un point qui se trouve dans le texte 10, qui est très intriguant. Ce texte 10, vous le voyez, il est en vers. C'est normal, c'est un oracle qui est prononcé à Delphes. Au moment du sacrifice, hein, là où se rencontrent Théagène et Chariclée, à Delphes, hein, etc., bon, il y a l'oracle, la Pythie, vous savez, qui est dans le temple d'Apollon, et qui va prononcer cet oracle, et qui dit « À celle qui possède la grâce au commencement et la gloire à la fin, soyez attentifs, Delphiens ainsi qu'au fils de la déesse. Ceux-là quitteront mon sanctuaire et, fendant les flots, parviendront jusqu'à la terre noire d'Hélios, où, récompense précieuse d'une vie vertueuse, ils attacheront une blanche couronne à leur temple noirci. » Alors,
cet oracle, dit le texte après, il dit « personne n'y comprend rien ». Alors, ils exagèrent un petit peu, parce que si vous lisez le texte, même si vous ne connaissez pas très bien le grec, si vous regardez, il y a « ten karin en protoi sotar kleos », c'est-à-dire « karin kleos », Chariclée, d'accord? La grâce et la gloire. C'est une tmèse ici, on a séparé les deux termes, et on a le nom ici de Chariclée. Et regardez le fils de la déesse, Théas Généten, c'est Théagène. Bon, dans le style d'oracle obscur, on a fait quand même bien pire, d'accord? Donc c'est à peu près transparent. Et pourtant, de manière assez comique d'ailleurs, on dit personne n'y comprend rien, tout ça est très obscur. Bon. Et donc, cet oracle va être expliqué à la toute fin du texte, au moment de la scène finale de reconnaissance, où finalement, Chariclée est reconnue comme étant la fille d'Hydaspe et de Persina. Les sacrifices humains sont abolis, parce que Sisimitrès finit par dire c'est quand même pas très très humain tout ça, devenons un peu grecs, soyons un peu moins sans doute éthiopiens, et abrégeons et arrêtons les sacrifices humains. Et donc, voilà le texte qu'il dit. À ces mots, il enleva sa mitre ainsi que celle de Persina, symbole de leur sacerdoce, et les posa l'un sur la sienne, sur la tête de Théagène, etc. Et là, vous avez Chariclès, rappelez-vous, le père adoptif de Chariclée, qui était à Delphes, et qui vient d'arriver à Méroé, et il assiste à cette scène, et lui qui était présent à l'oracle, bien sûr, c'est le prêtre d'Apollon, se souvient. Il dit « Ah mais oui, parviendront jusqu'à la terre noire d'Hélios, aux récompenses précieuses d'une vertueuse, ils attacheront une blanche couronne à leur temple noirci. » Alors, qu'est-ce qui a posé problème? Je vais finir par là. Qu'est-ce qui pose problème dans ce texte? C'est le participe final de l'oracle. Mélaïnoménon. Qu'est-ce que ça signifie leur temple noirci? La blanche couronne, on pose une blanche couronne sur leur temple noirci. Alors, il y a eu plusieurs interprétations. Il y en a certains qui disaient les temples noircis, en fait, c'est les temples noircis des parents. Là, le grec est à peu près, avec épi, c'est parfaitement impossible. On passe de l'un à l'autre et on met sur leur temple noirci. C'est bien, ce sont bien les temples noircis pour le grec, il n'y a pas de doute là-dessus, de Théagène et Chariclée. Je vous rappelle, Théagène et Chariclée sont blancs. Le participe présent dit ici que leurs temples deviennent noirs. C'est un participe présent, d'accord? Une action. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire donc que c'était les temples de leurs parents? Non, le grec, c'est impossible ici. Est-ce que c'est une métaphore, une allégorie? Peut-être. Certains chercheurs disent oui, c'est sans doute une métaphore, une allégorie. Ils sont, d'une certaine manière, ils deviennent éthiopiens. La couronne blanche rend leur peau métaphoriquement noire. Bon, ça paraît un peu tiré par les cheveux. On parle de représentation métaphorique des têtes noires de Théagène et Chariclée. Bon. Et là, plus récemment, donc, Hélène Morales, qui est une collègue de Santa Barbara, me dit, mais pourquoi finalement ils ne deviendraient pas noirs? Qu'est-ce qui empêche que, littéralement, ils deviennent noirs? Et donc on a réfléchi un peu à cette question avec Hélène Morales, et on a été chercher un petit peu. Bon. Et il y a des éléments assez intéressants. D'abord, de dire tout simplement qu'on est quand même dans un texte où Chariclée est devenue blanche in utero, si je peux dire. Elle a été métamorphosée par la grâce de cet effet d'une représentation d'une œuvre d'art. Bon, qu'est-ce qui empêche après tout qu'elle redevienne noire? Et là, il y a notamment deux proverbes qui se trouvent chez Lucien. Un premier dans Contre l'inculte qui achète de nombreux livres, et c'est un proverbe qui dit « Je sais que mes propos ne sont que vains bavardages, et que, comme le dit le proverbe, j'essaie de blanchir un Éthiopien. » C'est une expression, Éthiopas smekein epikeiro, qui dit « J'essaye de rendre blanc un Éthiopien ». C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas possible, en fait. D'accord? D'une atone, quoi. Quelque chose qui n'est pas possible. On ne peut pas rendre blanc un Éthiopien. Et puis, il y a une épigramme. Une épigramme, c'est un petit poème qui est dans l'anthologie palatine, qui regroupe l'ensemble des épigrammes grecques, et qui dit ceci. Et il est attribué à Lucien aussi, cet épigramme. Enfin, elle est attribuée à Lucien. « Pourquoi te donnes-tu tant de peine pour blanchir la peau des Indiens? Abandonne cette tentative, tu ne peux pas faire briller le soleil dans une nuit sombre. » Encore une fois, là, c'est un Indien ou un Éthiopien. Pourquoi un Indien? Parce que les Indiens et les Éthiopiens étaient censés être ceux qui avaient la peau la plus noire parmi les peuples.
On trouve ça notamment chez Strabon. Ouais, j'accélère, je vais conclure. On trouve ça chez Strabon, qui est un géographe et qui essaye d'expliquer pourquoi les Éthiopiens et les Indiens ont la peau la plus. Bon. Alors, moi, c'est une hypothèse qui me semble intéressante, parce que ici, ça signifierait que le lavage, il se fait à l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut, finalement, rendre blanc. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible de rendre blanc un Éthiopien. Est-ce que c'est possible de rendre noir un Grec ou une Éthiopienne devenue grecque? Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le blanc et le noir sont absolument omniprésents dans les textes. Sont absolument omniprésents. Ils sont toujours en balancement. Ils étaient en balancement dans un sacrifice, c'est le texte 14, où vous avez du blanc et du noir. Et ils étaient présents à travers ce même terme, ce même participe et ce même verbe, emelai neto, dans une description d'une tenue de Chariclée qui, nous dit le texte, l'or en était la matière, la couleur était d'un bleu sombre. L'art avait noirci l'or de manière à ce que le mélange de jaune et de noir reproduise l'aspect rugueux et changeant des écailles. Et vous retrouvez ce même verbe, vous voyez, c'est le texte 15, emelai neto. C'est-à-dire que dans le processus ici artistique ou esthétique, on peut rendre noir, finalement, le brillant, le jaune, le coloré. De même que dans l'épigramme, vous voyez, on disait « tu ne peux pas faire briller le soleil dans une nuit sombre ». Et pourtant, c'est ce qu'a fait l'artiste ici. Il fait briller dans une nuit sombre, c'est-à-dire que vous avez de l'or, mais l'art a noirci l'or, il a noirci le soleil, et vous avez ce même verbe « emelai neto », qui montre bien que c'est possible de noircir ce qui est brillant. Et peut-être bien, donc, est-ce ce qui s'est passé pour Chariclée ici? Après tout, comme le dit, je vous ai mis cette citation de Jean-Pascal Zadi en tête, après tout, il ne s'agit juste que de couleurs. Je vous remercie.